Je me trouvais dans un commissariat de police à minuit, les mains tremblantes, tandis que je regardais les images de vidéosurveillance de mon beau-frère en train de voler ma voiture. À 3000 miles de là, j'avais célébré le mariage d'une amie, totalement inconsciente que ma propre famille me trahissait de la manière la plus choquante qui soit. Le pire, c'est qu'ils croyaient sincèrement que j'étais la méchante dans cette histoire. Je m'appelle Meredith, et voici le moment où j'ai découvert qu'en étant la personne serviable de ma famille, j'étais devenue rien de plus que leur distributeur automatique personnel. Et quand j'ai finalement dit non, ils ont décidé de simplement prendre ce qu'ils voulaient quand même. Tout a commencé par quelque chose de très ordinaire. Après 8 ans à conduire une Honda déglinguée que ma famille ridiculisait constamment, le moteur a finalement rendu l'âme dans un nuage de fumée spectaculaire sur le chemin du retour. Je me suis rangée sur le bas-côté, regardant ce pathétique nuage gris s'élever dessous le capot, et j'ai senti quelque chose d'inattendu m'envahir. Pas du désespoir, de la libération. Ce n'était pas un désastre, c'était une opportunité. Pendant des années, j'avais économisé en silence pendant que ma famille supposait que j'étais simplement trop radine ou financièrement incompétente pour changer de voiture. Quand est-ce que tu te débarrasses de ce tas de ferraille ? Riait Marcus, le mari de ma sœur, chaque fois que j'arrivais pour le dîner de famille. Papa secouait la tête comme un prophète de l'automobile. Ce truc va te lâcher un jour. Ma sœur Bianca gloussait même en disant, je n'arrive pas à croire que tu conduis encore cette horreur. Je leur donnais toujours la même réponse. Je ne changerai de voiture que lorsque celle-ci sera complètement morte. Ils pensaient que j'étais têtue ou radine. La vérité était bien plus savoureuse qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Laissez-moi vous parler de ma famille, car les comprendre est essentiel pour comprendre comment tout a dérapé. Mes parents vivent dans une maison exiguë qu'ils possèdent depuis toujours. Papa passe sa retraite à se plaindre de tout depuis son fauteuil usé. La télé est trop forte. Le café est trop léger. Le monde part en vrille. Maman travaille à temps partiel à l'épicerie, soi-disant pour un complément de revenus, mais j'ai toujours soupçonné que c'était surtout pour s'échapper de la maison. Ils ne sont pas pauvres, mais ils sont perpétuellement coincés dans cet espace inconfortable entre la difficulté et la stabilité. Ensuite, il y a ma sœur aînée, Bianca, 34 ans, mariée à Marcus, un ouvrier du bâtiment qui trouve du travail quand l'envie lui prend, et mère de mes 2 neveux incroyables, Lucas, 8 ans, et Caleb, 6 ans. Quand cette histoire s'est produite, elle était enceinte de 5 mois de leur 3e enfant. Voilà le truc avec Bianca et Marcus. Ils vivent dans cette minuscule maison de location juste à côté de chez mes parents, et ils sont toujours en difficulté. Toujours. Il n'y a jamais assez d'argent, jamais assez d'espace, jamais assez de rien, sauf des attentes pour que je comble les manques. Et c'est là que j'interviens, ou plutôt, là que mon portefeuille intervient. Je suis la banque non officielle de la famille depuis des années. Les fournitures scolaires pour les garçons, les frais de club de sport, les factures d'électricité. Quand les temps étaient durs, je couvrais tout. Je me disais que c'est ce que la famille fait. Je me disais que j'aidais. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que je les entraînais à me voir comme une ressource plutôt que comme une personne. Quand ma voiture a finalement rendu l'âme de façon spectaculaire avec des bruits de grincement et de la fumée digne d'un film, j'ai su que mon heure était venue. Après que le mécanicien a prononcé la sentence de mort, désolé, Meredith. Cette fois, c'est vraiment fini, j'ai passé les jours suivants à prendre le bus pour aller au travail et à chercher secrètement une voiture en ligne. Je ne cherchais rien d'excessivement cher, juste quelque chose de fiable qui me servirait bien pendant des années. Mais ensuite, je l'ai trouvée. Une Honda Pilot, vieille de quelques années seulement, avec des notes de sécurité incroyables et assez d'espace pour quand j'en aurais besoin. En la regardant sur le parking du concessionnaire, je n'arrêtais pas de penser à mes neveux, à la façon dont je les récupérais parfois à l'école, les emmenais aux matchs et aux entraînements. Avec un 3e bébé en route, il y aurait peut-être des moments où je devrais transporter toute la troupe. Le vendeur a été d'une honnêteté rafraîchissante sur le prix. Ce n'était pas bon marché, mais ce n'était pas non plus exorbitant. En faisant les calculs dans ma tête, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Je pouvais la payer comptant. Pas de prêt,
Pas de mensualité, juste faire un chèque et repartir au volant de quelque chose qui était complètement, entièrement à moi. La paperasse a semblé durer une éternité, mais finalement, me voilà, assise dans ma magnifique nouvelle voiture. Tout fonctionnait parfaitement. Cette odeur de voiture neuve remplissant mes poumons. Je ne pouvais pas m'arrêter de sourire. C'était à moi. Entièrement à moi. J'avais travaillé pour ça, économisé pour ça, mérité ça. J'ai décidé de surprendre ma famille lors de notre dîner habituel du samedi. Chaque week-end, nous nous réunissions chez mes parents, une tradition qui semblait sacrée, un moment où nous nous donnions des nouvelles et partagions notre semaine. J'avais hâte de voir leur visage quand ils réaliseraient ce que j'avais accompli. Samedi est arrivé et je suis allée chez eux avec une excitation bouillonnante dans la poitrine. Le minivan déglingué de Bianca et Marcus était déjà garé sur la pelouse, comme toujours. J'ai garé ma Pilot flambant neuve à quelques mètres de là et je suis restée assise un instant, savourant l'anticipation. À l'intérieur, le chaos habituel se déroulait. Maman avait préparé son festin traditionnel du samedi. La cuisine sentait le paradis et tout le monde se rassemblait autour de la table à manger. Nous nous sommes installés et la conversation a suivi son cours habituel. Alors, Meredith, a dit Bianca avec ce sourire narquois familier, comment va ton piège mortel? C'était mon moment. En fait, dis-je, en luttant pour ne pas afficher un large sourire, ma voiture est complètement morte. Le moteur a lâché en début de semaine. Oh, ma chérie, je suis vraiment désolée, a dit maman, avec une inquiétude sincère dans la voix. Comment tu fais pour aller au travail? Eh bien, dis-je, incapable de contenir mon excitation plus longtemps, je me suis acheté une nouvelle voiture. Elle est garée dehors. Le silence qui a suivi était si complet qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde me regardait fixement, comme si j'avais annoncé que je déménageais sur Mars. Bianca se levait déjà de table. Je veux la voir tout de suite. Tout le monde dehors. Nous sommes tous sortis en troupeau et j'ai observé leur visage alors qu'ils admiraient ma Honda Pilot. Maman a fait le tour lentement, passant ses doigts sur la peinture. Meredith, elle est magnifique et si pratique, dit-elle, avec une admiration sincère dans la voix. Papa a hoché la tête en signe d'approbation. Bon choix, ma grande. Celle-ci te durera une éternité. J'ai ouvert toutes les portes, montrant l'intérieur. Les garçons ont grimpé sur les sièges arrière, sautillant et explorant chaque fonctionnalité. Lucas a crié, Tati Meredith, c'est comme un vaisseau spatial. Je rayonnais. C'était exactement la réaction que j'espérais de la plupart d'entre eux. Cependant, Bianca se tenait là avec une expression étrange sur le visage, ni heureuse, ni en colère, juste calculatrice. C'est très joli, dit-elle, d'une voix complètement neutre. Marcus a ouvert le coffre et a sifflé. Mince, on pourrait y mettre les affaires de toute une famille. C'est la voiture familiale parfaite. Puis il a ajouté quelque chose qui m'a un peu tordu l'estomac. Ça semble un peu du gâchis, cependant, pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant. J'ai balayé ça d'un revers de main. J'ai 2 neveux et un autre en route. En plus, j'aime avoir de l'espace. Nous sommes retournés à l'intérieur pour finir le dîner, mais quelque chose avait changé. Bianca est restée silencieuse pendant le reste du repas, picorant sa nourriture et me lançant des regards que je n'arrivais pas à déchiffrer. L'atmosphère de célébration s'était évaporée. Nous avions presque fini de manger quand Bianca a soudainement claqué sa fourchette sur son assiette avec un bruit sec qui a fait sursauter tout le monde. « Tu sais quoi, Meredith ?» dit-elle, et quelque chose dans son ton a glacé mon sang. « Tu devrais me donner cette voiture. » J'ai ri, sincèrement. Je pensais qu'elle plaisantait, mais l'expression sur son visage, terriblement sérieuse, presque revendicatrice, m'a laissé de glace. « Bianca, de quoi tu parles ?» Réfléchis Y, dit-elle, en se penchant en avant comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas d'enfant. Tu gagnes bien ta vie, donc tu pourras t'acheter une autre voiture. Mais nous, on a vraiment besoin de cette voiture. Notre minivan tombe en morceaux et il est beaucoup trop petit pour 3 enfants.
Avec le nouveau bébé qui arrive dans 4 mois, on va être à l'étroit. Ta voiture est parfaite pour une famille de notre taille. J'ai regardé autour de la table, m'attendant à ce que quelqu'un, n'importe qui, dise à Bianca à quel point elle était ridicule. Au lieu de ça, j'ai vu Marcus hocher la tête comme si cela avait parfaitement du sens. Mes parents envisageaient réellement cette proposition insensée. Bianca, dis-je prudemment. Je ne te donne pas ma voiture. Je viens de l'acheter hier. Mais c'est logique, insista TL, la voix montant. Tu es égoïste. Comment suis-je égoïste de vouloir garder la voiture que je viens d'acheter avec mon propre argent? Parce que tu n'en as pas besoin comme nous. Les mots sont sortis, tranchants, accusateurs. Si tu as si besoin d'une nouvelle voiture, alors vends la tienne et prends un crédit comme tout le monde. Les yeux de Bianca se sont remplis de larmes. Le genre de larmes qui lui avait toujours permis d'obtenir ce qu'elle voulait depuis notre enfance. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Nous sommes ta famille. Quelque chose a craqué en moi. Et je vous aide tout le temps. Je vous donne constamment de l'argent pour les enfants, je paie vos factures, je paie leur club de sport. Alors, n'ose pas me traiter d'égoïste. C'est différent, dit maman doucement. Et j'ai eu l'impression d'avoir été giflée. Ça aiderait vraiment Bianca et Marcus. Bianca a raison. Elle en a plus besoin que toi. Et tu es célibataire, ajouta papa, comme si ça réglait tout. Tu peux te permettre d'en acheter une autre. J'avais l'impression de vivre dans une réalité alternative. Toute ma famille était assise là à me dire que je devais donner ma voiture neuve à ma sœur parce qu'elle avait des enfants et pas moi. La voiture pour laquelle j'avais travaillé, économisé, dont j'avais rêvé pendant des années. Je me suis levée de table, les mains tremblantes. Je n'arrive pas à vous croire. Je suis venue ici, excitée de vous montrer quelque chose que j'ai travaillé dur pour m'offrir, et au lieu de ça, vous voulez me le prendre. Meredith, assieds-toi, dit papa de cette voix autoritaire qu'il utilisait quand j'avais 12 ans. Parlons-en raisonnablement. Il n'y a rien à discuter. La réponse est non. J'ai attrapé mon sac à main et je suis sortie, les laissant tous assis là dans un silence stupéfait. Je suis montée dans ma voiture, et je suis rentrée chez moi, les mains tremblantes sur le volant. J'avais à peine enlevé mes beaux vêtements que mon téléphone a commencé à sonner. Maman d'abord, puis papa, puis Bianca. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je savais exactement ce qu'ils voulaient, continuer à me mettre la pression, amuser jusqu'à ce que je cède, comme je l'avais toujours fait. Les appels ont continué toute la soirée. Quand je ne répondais pas, les textos ont commencé. Meredith, s'il te plaît, reconsidère. Bianca a vraiment besoin de cette voiture. Maman. Tu blesses ta sœur enceinte. Pense à ce qui est le mieux pour la famille. Papa. Je n'arrive pas à croire que tu sois si cruel avec moi alors que je porte ta nièce ou ton neveu. Bianca. Message après message, tous disant la même chose. Que je devais aider ma sœur, qu'elle était enceinte et ne devait pas être stressée, que j'étais égoïste et sans cœur. J'ai lu chacun d'entre eux, mais je n'ai pas répondu. Cela a duré 2 semaines entières. Ils étaient implacables. Chaque jour apportait plus d'appels ignorés et de messages culpabilisants sur la loyauté familiale et la grossesse de Bianca. Ils n'arrêtaient pas de dire que je devais penser à ce qui était le mieux pour tout le monde, que Bianca ne devait pas être contrariée pendant sa grossesse, que j'étais cruelle et égoïste. Puis ils ont intensifié. Ma tante Victoria a appelé un soir de la 2e semaine. Meredith, ma chérie, dit-elle de cette voix écœurante de douceur. J'ai entendu parler de ta situation avec Bianca. Ne penses-tu pas que tu devrais aider ta sœur? Elle a tellement de mal avec la grossesse et la situation professionnelle de Marcus. Tante Victoria, je ne donne ma voiture à personne. Je l'ai achetée avec mon propre argent et je la garde. Mais ma chérie, c'est la famille et elle est enceinte. Tu sais à quel point la famille est importante. La réponse est non. Je ne changerai pas d'avis. Je lui ai raccroché au nez. Même ma famille élargie était entraînée dans ce pétrin et j'étais épuisée. Mais je savais que j'avais raison.
J'avais travaillé dur, économisé mon argent et acheté quelque chose dont j'avais besoin et envie. Le fait que ma sœur ait des enfants ne signifiait pas qu'elle avait le droit de me prendre des choses. Puis quelque chose de merveilleux s'est produit, une bouée de sauvetage dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Mon amie d'université, Rebecca, a appelé pour son mariage. Elle se mariait en Californie et voulait que je sois là. S'il te plaît, dis que tu peux venir. Ce sera en petit comité, mais je veux vraiment que tu sois là. Tu as été ma colocataire pendant 3 ans. Tu dois être à mon mariage. Quelques jours loin de chez moi, loin de la pression constante de ma famille. Ça semblait parfait. J'ai réservé mon vol pour le jeudi soir et prévu de rentrer le dimanche soir. Je garais ma voiture sur le parking à côté de mon immeuble, comme je le faisais toujours quand je voyageais. Le jeudi est arrivé et j'ai fait un petit sac avec une excitation bouillonnante dans la poitrine. Mon téléphone avait enfin cessé de sonner constamment, bien que je reçoive encore de temps en temps un texto culpabilisant. J'ai garé ma voiture à ma place habituelle, pris mon sac et pris un taxi pour l'aéroport. Les jours suivants ont été exactement ce dont mon âme avait besoin. Le mariage de Rebecca était magnifique, petit et intime, avec seulement la famille proche et les amis. Elle était radieuse. Son fiancé, Daniel, semblait être un type vraiment bien et j'ai pu retrouver des amis d'université que je n'avais pas vus depuis des années. Pour la première fois depuis des semaines, je ne pensais pas au drame familial. Le samedi après-midi, nous l'avons passé à la plage, avons eu la cérémonie de mariage le soir, puis avons fait la fête jusqu'à tard à la réception. Le dimanche a apporté un brunch paresseux avec tout le monde avant que les gens ne commencent à rentrer chez eux. Le vol de retour a été paisible. Je me sentais rafraîchie et prête à faire face à tout ce que ma famille me lancerait ensuite. Peut-être que le temps passé loin leur avait donné une chance de se calmer et de réaliser à quel point ils étaient ridicules. J'ai atterri le dimanche soir vers 22h et j'ai pris un taxi pour retourner à mon immeuble. En entrant dans le parking, j'ai automatiquement cherché ma voiture à sa place habituelle. Elle n'y était pas. Pouvez-vous faire un tour du parking ? Demandai-je au chauffeur de taxi, mon cœur commençant à s'emballer. Je cherche ma voiture. Nous avons roulé lentement à travers tout le parking. Ma Honda Pilot était introuvable. Quelqu'un avait volé ma voiture toute neuve que je possédais depuis moins de 3 semaines. J'ai payé le chauffeur et je suis montée, l'esprit en ébullition. Je devais appeler la police immédiatement, mais je me suis souvenu des caméras de sécurité. Peut-être que je devrais d'abord les vérifier pour voir ce qui s'était passé. Je suis redescendue et j'ai frappé à la porte de M. Bennett. C'était le propriétaire de l'immeuble et il vivait dans l'appartement du premier étage. Meredith, qu'est-ce qui ne va pas ? A-t-il demandé en voyant mon visage. Ma voiture a disparu du parking. Pouvons-nous vérifier les images des caméras de sécurité ? Bien sûr. Entrez. M. Bennett avait le système de caméra installé sur son ordinateur. Nous avons avancé rapidement dans les enregistrements des derniers jours jusqu'à ce que nous trouvions le vendredi matin vers 9h. Ce que j'ai vu sur cet écran m'a glacé le sang. Il y avait ma voiture sur le parking et il y avait Marcus, le mari de Bianca, s'approchant d'elle avec quelque chose dans la main. Il a fait quelque chose à la portière. Je n'ai pas pu voir exactement quoi, mais d'une manière ou d'une autre, il l'a ouverte sans que l'alarme ne se déclenche. Puis il est monté et est parti. Ma propre famille avait volé ma voiture. Pas seulement prise, volée. Ils avaient trouvé un moyen de désactiver l'alarme, de s'introduire et de la conduire loin pendant que j'étais à l'autre bout du pays. Ils l'avaient fait en pensant que je ne le découvrirais pas ou que je ne ferais rien à ce sujet. J'ai demandé à M. Bennett de copier la vidéo sur mon téléphone, puis je suis restée assise là, essayant de digérer ce dont j'avais été témoin. Il ne s'agissait plus seulement de la voiture. Ils avaient franchi une ligne que je n'aurais jamais cru qu'ils franchiraient. Vous devriez appeler la police, a dit M. Bennett doucement. Pas encore, ai-je dit. Je veux d'abord voir si la voiture est là où je pense qu'elle est. J'ai appelé un taxi et j'ai donné au chauffeur l'adresse de Bianca et Marcus. Pendant le trajet, je n'arrêtais pas de revoir la vidéo dans ma tête.
Comment avait-il pu entrer dans ma voiture? Comment avait-il désactivé l'alarme? Quand nous sommes arrivés devant leur maison de location, je l'ai vu immédiatement. Ma Honda Pilot était garée là, dans leur allée, fièrement. Ils n'avaient même pas essayé de la cacher. Ils avaient volé ma voiture et l'avaient simplement garée chez eux comme si elle leur appartenait. Je me suis approché de leur porte d'entrée et j'ai commencé à la marteler avec mon poing. J'étais tellement en colère que j'y voyais à peine. Marcus a ouvert la porte, Bianca juste derrière lui. Quand ils m'ont vu, Marcus a souri, réellement. « Salut, Meredith », a-t-il dit nonchalamment comme si de rien n'était. J'ai pointé ma voiture dans leur allée. Qu'est-ce que ma voiture fiche ici? Bianca s'est avancée avec ce regard suffisant sur son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Eh bien, si tu n'avais pas été si têtu, nous n'aurions pas eu à prendre les choses en main. Prendre les choses en main? J'avais du mal à prononcer les mots. Vous avez volé ma voiture. On n'a rien volé, a dit Marcus avec cette nonchalance exaspérante. On a juste pris ce que tu aurais dû nous donner en premier lieu. Comment avez-vous même réussi à y entrer? Ai-je demandé. Bianca a souri. A réellement souri. Tu te souviens des doubles des clés de ton appartement que tu as donné à maman et papa il y a quelques années? Juste en cas d'urgence? Eh bien, c'était une urgence. Nous sommes allés à ton appartement pendant que tu étais parti et nous avons pris tes clés de voiture. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ils n'avaient pas seulement volé ma voiture. Ils s'étaient introduits dans mon appartement pour le faire. Ils avaient violé mon domicile, mon intimité, ma confiance de la manière la plus fondamentale qui soit. Rendez-moi mes clés tout de suite, dis-je, et éloignez-vous de ma voiture. Bianca a ri. A réellement ri. Je ne crois pas, non. C'est notre voiture maintenant. Tu peux aller t'en acheter une autre. C'est du vol, dis-je, la voix tremblante de rage. J'appelle la police. Vas-y, a dit Bianca avec cette horrible confiance. On leur dira que tu nous avais promis la voiture et que tu as changé d'avis. Qui penses-tu qu'ils croiront? Une femme célibataire ou une mère enceinte avec 2 enfants? Elle m'a claqué la porte au nez. Je suis resté là, à regarder cette porte fermée, tremblant d'une rage si pure qu'elle semblait pouvoir me consumer. Ils pensaient qu'ils pouvaient simplement me voler et s'en tirer. Ils pensaient que j'aurais trop peur de causer un drame familial pour faire quoi que ce soit. Ils se trompaient. J'ai appelé un autre taxi et je suis allé directement au commissariat. J'en avais fini de jouer avec ma famille. Au commissariat, j'ai expliqué la situation à l'officier à l'accueil. Il m'a emmené voir l'inspecteur Mercé, qui a écouté toute mon histoire avec une attention professionnelle. Alors, votre beau-frère a pris votre voiture sans permission? A-t-il demandé. Oui, et j'ai la preuve vidéo de lui en train de la voler sur mon parking. Je lui ai montré les images de vidéosurveillance sur mon téléphone. Et où se trouve le véhicule maintenant? Garé chez eux. Je viens de là. Ils ont refusé de me la rendre. L'inspecteur Mercé a hoché la tête. Nous allons avoir besoin que vous remplissiez une déclaration de vol. Avez-vous une preuve de propriété? J'ai sorti ma carte grise et mes papiers d'assurance. Je l'ai achetée il y a 3 semaines. Elle est immatriculée à mon nom. Très bien. Nous allons envoyer des agents pour récupérer le véhicule et amener votre beau-frère pour interrogatoire. J'ai rempli toute la paperasse et leur ai donné l'adresse de Bianca et Marcus. L'inspecteur a dit qu'il m'appellerait une fois qu'ils auraient ma voiture et qu'ils auraient parlé à Marcus. Le lendemain, l'inspecteur Mercé a appelé. Nous avons votre véhicule au commissariat. Votre beau-frère a été arrêté pour vol de voiture. Nous avons également interrogé votre sœur, car elle a admis être impliquée. Puis-je venir chercher ma voiture? Oui, mais il y a une situation ici que vous devriez connaître. Votre famille est là et ils veulent vous parler. Quand je suis entré dans le commissariat, c'était le chaos absolu. Bianca était assise sur une chaise, pleurant bruyamment. Ses sanglots dramatiques et cherchant l'attention dont je me souvenais de l'enfance. Mes parents faisaient les 100 pas, tous les deux le visage rouge de fureur.
Quand ils m'ont vu, ils se sont précipités vers moi comme si j'étais la criminelle. Meredith. Maman m'a saisi les bras si fort que ça m'a fait mal. Tu dois retirer ces accusations tout de suite. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Comment as-tu pu? A exigé papa, sa voix résonnant sur les murs du commissariat. Bianca a levé les yeux vers moi, le mascara coulant sur son visage comme une héroïne de film tragique. Tu es un monstre, a-t-elle craché. Tu essaies de détruire ma famille. Je récupère ma voiture volée, ai-je dit aussi calmement que possible. Il va aller en prison à cause de toi. A crié Bianca assez fort pour que d'autres personnes dans le commissariat se tournent pour regarder. Il est allé en prison parce qu'il a volé ma voiture, ai-je répondu. Maman s'est mise à pleurer aussi. S'il te plaît, Meredith, pense aux enfants. Pense à la grossesse de Bianca. Tu ne peux pas laisser Marcus aller en prison pour une voiture. Ce n'est pas juste une voiture, maman. C'est ma propriété qu'il a volée. Mais nous sommes une famille. A crié papa. La famille n'envoie pas la famille en prison. La famille ne vole pas non plus la famille, ai-je rétorqué. L'inspecteur Mercé s'est approché. Mademoiselle Meredith, nous devons savoir si vous voulez maintenir les charges. J'ai regardé ma famille. Bianca, sanglotant toujours. Mes parents me regardant comme si j'étais une sorte de monstre. Aucun d'eux ne semblant comprendre que ce que Marcus avait fait était réellement illégal. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'en avais fini d'être leur victime. Vous savez quoi, ai-je dit. Je retirerai les charges, mais à une seule condition. Vous me laissez tous complètement tranquilles. Je ne veux plus jamais avoir affaire à aucun de vous. Meredith, ne sois pas dramatique, a dit maman. Je ne suis pas dramatique. J'en ai fini. Vous m'avez volé, vous êtes entré par effraction dans mon appartement, et ensuite vous avez agi comme si j'étais la méchante parce que ça me contrariait. Je coupe tous les liens avec vous. Tu ne peux pas penser ça, a dit papa. Si, je le pense absolument. Je retirerai les charges contre Marcus, mais en retour, vous ne me contactez plus jamais. Pas d'appel, pas de texto, pas de visite à mon appartement. C'est fini. Je me suis tournée vers l'inspecteur Mercé. Je retire les charges. Il a hoché la tête et est allé s'occuper de la paperasse. Marcus a été libéré, bien qu'il l'ait gardé quelques jours de plus parce qu'il avait résisté à son arrestation quand ils avaient essayé de l'emmener. J'ai récupéré ma voiture et je suis rentrée chez moi. Cette nuit-là, j'ai bloqué tous leurs numéros de téléphone. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux. Je les voulais complètement hors de ma vie. Les mois suivants ont été réellement paisibles. Pas d'appel constant pour demander de l'argent. Pas de culpabilisation pour ne pas aider assez. Pas de drame. Je pouvais simplement vivre ma vie sans me soucier de la prochaine crise que ma sœur allait inventer. Environ 5 mois plus tard, ma tante Victoria m'a appelé d'un autre numéro. Meredith, ma chérie, j'ai des nouvelles de Bianca. Elle a eu le bébé, une petite fille. Tes parents voulaient que je te dise que tu as une nouvelle nièce. D'accord, ai-je dit d'un ton neutre. Tu ne veux pas savoir son nom ou voir des photos? Non, Victoria. Meredith, ne penses-tu pas que ça a assez duré? Ça fait 5 mois. Il est peut-être temps de pardonner et d'oublier. Pardonner et oublier? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ils ont volé ma voiture, Victoria. Ils sont entrés par effraction dans mon appartement. Ils m'ont traité comme une moins que rien et s'attendaient ensuite à ce que je l'accepte. Mais c'est ta famille. Non, ce ne sont plus ma famille. Ils ont cessé d'être ma famille le jour où ils ont décidé que les désirs de ma sœur étaient plus importants que mes droits. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement, pensant à tout ce qui s'était passé. Est-ce que ça me faisait de la peine de ne pas avoir de relation avec ma famille parfois? Oui. Est-ce que mes neveux me manquaient? Absolument. Mais je ne regrettais pas de m'être défendue. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne m'inquiétais pas constamment pour l'argent parce que je ne le donnais pas toujours.
Je n'étais pas stressée par les drames familiaux parce qu'il n'y avait pas de famille avec qui avoir des drames. J'avais appris quelque chose de crucial sur moi-même pendant tout ce pétrin. J'avais appris que j'étais plus forte que je ne le pensais. J'avais appris que je n'avais pas à accepter d'être maltraitée simplement parce que nous partagions de l'ADN. Ma famille pensait qu'elle pouvait m'écraser parce que j'avais toujours été la personne serviable, celle qui leur donnait de l'argent et les sortait des problèmes. Ils pensaient que je préférerais abandonner ma voiture plutôt que de causer des ennuis. Ils se sont trompés sur moi et maintenant ils devaient vivre avec les conséquences de leur choix, tout comme je devais vivre avec les miens. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir coupé les ponts avec ma famille. La réponse est compliquée. Est-ce que les bons moments me manquent? Bien sûr. Est-ce que j'aurais aimé que les choses soient différentes? Absolument. Mais est-ce que je regrette de m'être défendue et d'avoir refusé d'être leur victime plus longtemps? Jamais. Parce que voici ce que j'ai appris. Une vraie famille ne vous vole pas. Une vraie famille ne s'introduit pas chez vous. Une vraie famille ne pense pas que ses besoins l'emportent automatiquement sur vos droits. Et une vraie famille ne vous punit pas pour avoir des limites. Je conduis cette Honda Pilot tous les jours. Et chaque fois que je prends le volant, on me rappelle que je vaux plus que d'être le distributeur de billets de quelqu'un. Je vaux plus que d'être manipulé et culpabilisé pour donner des morceaux de moi-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Merci de m'avoir écouté et si vous aimez cette histoire, partagez-la avec d'autres et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver sa voie quand ceux qui vous sont les plus proches essaient de la faire taire. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de nous éloigner de ceux qui refusent de voir notre valeur.